Donc nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc nous accueillons aujourd'hui pour cette audition Monsieur Arnaud Gaillot. Vous êtes producteur de comté et de morbier installé dans le Doubs en polyculture élevage, et après en avoir été le secrétaire général de 2019 à 2022, vous êtes depuis cette date président du syndicat des jeunes agriculteurs. Madame Véronique Marcheseau, vous êtes éleveuse en vaches allaitantes dans le Morbihan et vous êtes la secrétaire générale de la Confédération paysanne, après en avoir été pendant plusieurs années l'une de ses secrétaires nationales. Je suis toujours secrétaire nationale. Et vous êtes toujours secrétaire national. Donc c'est un attelage qui certes ne va pas de soi, mais une configuration qui a le mérite de permettre une écoute et un dialogue avec toutes les sensibilités. Après l'audition que nous avons eue la semaine dernière avec le président de la FNSEA et à l'instant même avec le président des chambres d'agriculture. Je tiens quand même à préciser, Jean-Claude, que nous avions également proposé à la coordination rurale d'être représentée ce matin, mais que cette organisation a décliné notre invitation. Et malheureusement, l'agenda de la commission ne permettait pas de recevoir de plus petits syndicats, comme par exemple le MODEF, que cependant nous n'oublions pas. Mais après ce cycle, nous aurons entendu 3 organisations qui pèsent 3/4 des voix aux élections consulaires. Et si la coordination rurale avait accepté notre invitation, cela aurait fait 98%. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, j'imagine que vous voudrez revenir en quelques mots sur la crise agricole que nous venons de traverser. Je rappelle à toutes fins utiles les différences qui vous caractérisent a priori. Les jeunes agriculteurs ont participé directement aux négociations qui ont conduit aux 2 paquets d'annonces du Premier ministre, axés avant tout sur l'allègement de la pression normative, y compris en matière environnementale, pour lever les contraintes pesant sur la production. Les jeunes agriculteurs ont appelé, avec la FNSEA, à mettre fin au mouvement. La Confédération paysanne a également été entendue par le gouvernement, mais tendait à proposer un autre récit de la crise que nous venons de traverser, davantage explicable, selon elle, par la problématique des revenus agricoles trop faibles et trop inégaux. Différence de taille, la Confédération appelle toujours à poursuivre le mouvement de protestation. Pour nuancer cette opposition schématique, les jeunes agriculteurs ont également beaucoup insisté ces derniers jours sur le nécessaire respect des lois Egalim afin d'assurer un juste prix de la matière première agricole, et la Confédération paysanne n'est pas en reste pour dénoncer les tracasseries administratives de la PAC, difficiles à assumer, en particulier pour les plus petites exploitations. Un autre point commun qui vous réunit est l'attention que vous portez l'un et l'autre, l'une et l'autre, au défi du renouvellement des générations, à l'heure où un agriculteur sur 2 atteindra l'âge de la retraite d'ici à 2030. Et entre installation et agrandissement, il me semble que vos 2 organisations placent le curseur plutôt du côté de l'installation. Donc, plutôt qu'une audition rétrospective sur les raisons de la colère, qui ne vous empêchera pas bien sûr de la faire, nous souhaiterions vraiment vous entendre sur comment vous vous projetez vers les prochaines étapes, et notamment les étapes législatives. Donc, vous entendre sur les 11 articles de l'avant-projet de loi d'orientation sur le renouvellement des générations en agriculture. Pouvez-vous nous donner votre avis en particulier sur 3 mesures structurantes de ce texte: la question foncière et l'outil des groupements fonciers agricoles d'investissement, le nouveau guichet unique de l'installation de la transmission France Service Agriculture et le diagnostic modulaire de l'exploitation lors de l'installation ou de la reprise d'une exploitation jugée trop peu structurant pour les uns ou au contraire porteur de contraintes nouvelles pour les autres. Enfin, jusqu'où devrait-on, selon vous, ouvrir le champ du projet de loi à venir? Enfin, le Premier ministre a parlé de l'ajout d'un volet simplification et ou compétitivité, et le Sénat, avec la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France de notre collègue Laurent Duplomb, rapportée par notre collègue Sophie Primas, dispose d'ores et déjà d'un éventail de propositions dans lesquelles le gouvernement ne s'est d'ailleurs
d'ailleurs pas privé de puiser pour ces annonces récentes. Il me semble que vous seriez tous les deux d'avis d'ouvrir davantage ce texte, mais que les dispositions supplémentaires sont celles sur lesquelles vos vues seraient potentiellement les plus divergentes. Voilà, je vous laisse la parole. Madame la secrétaire générale, peut-être allez-vous commencer, et ensuite Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par faire un petit retour sur la crise agricole qu'on vient de vivre ces dernières semaines. Pour nous, elle vient de loin. Elle nous a pas du tout surpris. Le malaise agricole, il est profond, il est connu. Depuis longtemps, le nombre de fermes diminue, le nombre de paysannes, paysans, agriculteurs, agricultrices est en chute libre. Les suicides sont nombreux dans notre profession. C'est une traduction du malaise qui existe, qui est profond dans notre profession. Et là, en fait, ça a été une expression de ce malaise-là qui s'est exprimé parce qu'il y avait des contraintes administratives, parce qu'il y avait du coup un abandon de la détaxation du GNR, parce qu'il y avait des problèmes climatiques. Mais en fait, le problème, il est très profond et le problème, il est lié à notre revenu. Donc du coup, depuis le début, nous, on porte la nécessité de s'attaquer à ce problème du coup de revenus. On fait vivre tout un écosystème au sens système économique au-dessus de nous, en dessous de nous, en fait, que ce soit l'aval ou l'amont, qui vit sur notre travail et qui du coup n'a pas du tout intérêt à ce que ce système évolue puisqu'il en bénéficie largement. Et c'est nous qui faisons la variable d'ajustement et c'est pourquoi il y a des fermes qui disparaissent, c'est pourquoi il y a des paysans et des paysannes, des agriculteurs, des agricultrices qui arrêtent leur métier. Donc c'est vraiment une crise profonde qui est due à l'absence de revenus et à l'absence de perspectives en fait. Toutes les solutions qui nous ont été apportées par Monsieur Attal lors de ces diverses annonces ont été des mesures de court terme, certes nécessaires pour une partie d'entre elles. On va pas dire que tout est à jeter. Il y avait des mesures d'urgence liées aux problèmes sanitaires, des mesures d'urgence liées aux problèmes climatiques qui étaient nécessaires à prendre. Mais il n'y a pas de vision à long terme, il n'y a pas de changement structurel par ces annonces, on ne s'attaque pas à la question de notre revenu. Nous, on revendiquait depuis le début de reprendre la question du prix, qu'il y ait vraiment inscrit dans la loi que nos produits agricoles ne puissent pas être achetés en dessous de nos prix de revient. Notre prix de revient tenant compte à la fois de nos coûts de production, mais aussi de notre revenu et dans notre revenu, notre protection sociale. Et en fait, on n'a toujours pas cette garantie-là. Les lois EGalim successives ne le permettent pas d'une façon garantie, d'autant plus qu'elles ne sont pas très bien appliquées. Mais déjà, à la base, elles ne constituent pas cette assurance. Et on demande aussi une protection par rapport au commerce international. Et c'est pour ça qu'on demande l'arrêt des accords de libre-échange, tout du moins de sortir l'agriculture des accords de libre-échange qui mettent notre agriculture en compétition avec les agricultures du monde entier et les agricultures aussi de l'Europe et qui mettent à mal nos fermes et là aussi touchent à notre revenu. Donc pour ces raisons-là, nous on n'a pas arrêté la mobilisation. Aujourd'hui, il y a des confédérés qui sont mobilisés à Châlons-en-Champagne. On va continuer à porter nos mobilisations tant qu'on n'aura pas des engagements sur l'assurance de ne plus pouvoir vendre nos produits en dessous de nos coûts de revient et sur la protection par rapport au commerce international qui est extrêmement délétère pour notre agriculture par un engagement sur l'abandon sur la sortie de l'agriculture des accords de libre-échange. Donc voilà, très rapidement pour le contexte aujourd'hui. On reviendra sur la suite après. Comme vous voulez, ou si vous voulez déjà par rapport à ce que vous attendez du futur projet de loi Alors, je ne vous cache pas que par rapport à la loi d'orientation agricole, on a été extrêmement déçus. On s'était impliqués, mais je pense comme tous les syndicats agricoles, dans la proposition du contenu de la loi qui devait être une loi très ambitieuse. Et déjà, nous, dès le départ, on prenait cette nécessité de s'attaquer à la question du revenu qui était pour nous un préalable. En fait, on ne peut pas avoir d'installation agricole, on ne peut pas avoir de maintien des fermes si cette question du revenu
revenu n'est pas prise en compte. Donc dès le début, on avait demandé à ce que la question du revenu soit prise en compte dans cette loi d'orientation agricole, donc ce qui n'a pas été fait. Et donc voilà, aujourd'hui c'est crucial qu'on doit revenir là-dessus, que ce projet de loi doit y revenir. Et je pense qu'on reviendra peut-être dans les questions sur les propositions qu'on avait portées. D'accord. Je vais laisser la parole à mon collègue. Ok, Madame la Secrétaire Générale. Monsieur le Président. Oui, bonjour Madame la Présidente, chers sénateurs, membres de la Commission Affaires économiques. Rapidement revenir quand même sur les mobilisations qu'ils ont eues, et vous avez fait compte rendu d'une partie de ce qui s'est passé, mais quand même saluer la mobilisation de l'ensemble du réseau JA et rappeler quand même que contrairement à d'autres, nous sommes en action depuis le mois d'octobre et que nous n'avons pas eu et nous n'avons pas attendu la tentation de déstabiliser un pays ou de semer des troubles irrévocables, et que ça fait un moment qu'on alerte, notamment avec les panneaux à l'envers, sur le fait d'un malaise agricole, et qu'il est temps d'entendre et de comprendre les revendications qu'on le fait, hein, quand même plus de 500 actions, plus de 40 000 agriculteurs mobilisés. Voilà, être fier quand même du réseau Jeunes Agriculteurs pour la tenue d'une grande partie des actions dans le respect des biens et des personnes, même si il y a sûrement des débordements à des endroits à noter, mais comme je l'ai souvent rappelé, le mot d'ordre chez nous est assez clair, le respect des biens et des personnes, que les lois de la République ne sont pas mises en suspens parce que nous sommes en mobilisation, et que chacun devra assumer ses actes s'il y a lieu. Vous dire que la mobilisation, elle passe avant tout sur le changement de logiciel. Le changement de logiciel, il veut dire beaucoup de choses, mais c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à retrouver dans ce pays que quand nous, représentants, parlons avec vous, élus, les actes derrière se produisent sur le terrain et sur le territoire, parce qu'on sent quand même une déconnexion à plusieurs titres d'exemple, mais voilà, il y a quand même un problème là-dessus. Ce sentiment quand même de finalement toujours plus, mais finalement sans contrôler ce qui rentre chez nous sur l'alimentation. Ce sentiment de vouloir toujours faire mieux, même au sein de l'Europe, avec des normes qui ne sont pas forcément respectées ailleurs en Europe. Et au-delà de ça, je pense un autre vrai problème, c'est le sentiment de mal-être agricole qui pèse chez beaucoup de gens, n'empêche qu'ils s'exprimaient. C'est ce sentiment en fait, finalement d'être toujours le responsable du mal-être des animaux, le responsable de cet environnement qui est en train de se détruire, finalement le responsable de tous les maux qu'il y aurait sur cette planète à l'heure actuelle, et le sentiment d'être la cible idéale, alors peut-être parce que nous sommes plus de 400 000 à l'heure actuelle et que finalement nous sommes moins importants que d'autres, mais quand même un sentiment assez généraliste là-dessus, et bien sûr un sujet en lien avec le revenu. L'application pleine et entière d'Egalim. Certes, il y a aussi du boulot chez nous sur la contractualisation, mais on l'a vu encore quand même là sur les négociations commerciales. C'est quand même tendu, c'est compliqué, et donc à un moment donné à faire appliquer. Moi, je le dis assez facilement. Je pense que tout le monde se lève le matin pour gagner de l'argent. Ce qui est problématique, c'est quand des gens commencent à gagner beaucoup d'argent sur le dos des autres parce qu'ils ne leur rendent pas la juste valeur de ce qu'ils leur doivent. Et donc ça, il faut qu'on arrive à le changer et à le faire prendre en compte. Et comment on le fait? Je pense qu'on a un besoin quand même dans ce pays, mais j'y reviendrai, de savoir à un moment donné comment on repositionne notre agriculture, qu'elle soit française, mais qu'elle soit même européenne, dans ce monde global où beaucoup de choses bougent, beaucoup de positionnements faits, et finalement, quelle agriculture on choisit de faire dans notre pays et comment on le fait. Et ça, j'y reviendrai peut-être à travers le pacte et la loi. Vous l'avez souligné, qu'on a participé aux négociations avec le gouvernement, notamment sur les sujets du mois de la simplification, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui pose pas mal de problèmes, ces contraintes, cette suradministration, où, par exemple, on vous demande de conserver pendant 5 ans les baux d'enlèvement, comme quoi la coopérative est venue chercher les animaux chez vous, et que finalement, vu que c'est écrit au crayon, quelques années plus tard,
tard, c'est effacé, on n'y voit plus rien. Et j'en passe et des meilleurs. Et donc, sur ça, il y a un gros boulot à faire. Et là-dessus, en lien avec les préfets, je pense qu'il faut qu'on avance sur ça. Sur, bien sûr, les mesures d'urgence, on ne va pas les reciter, mais que ce soit la MHE, les versements PAC, parce qu'à un moment donné, quand on doit de l'argent à l'État, on n'a pas trop de délai. Par contre, à l'inversement, qu'il y ait encore des gens qui ne soient pas payés de la grippe aviaire, de la tuberculose, c'est pas normal. Bien sûr, des mesures en faveur de l'origine France, parce qu'on avait quand même obtenu, il y a à l'époque, l'étiquetage d'origine obligatoire qui avait été cassé au niveau de la Cour européenne. Mais on sent quand même une dérive qui est repartie avec le Made in France, parce que oui, dès l'instant qu'il est passé dans une vigne française, indirectement, il y a une pâte française, mais derrière, on se rend compte que l'origine est le plus souvent pas d'origine française, et c'est indirectement une tromperie pour nos consommateurs. Les mesures sur la compétitivité, notamment sur le TODE, des choses sur les travails saisonniers, je pense là à nos amis viticulteurs, à filière Arbo, fruits et légumes, qui est quand même en souffrance, et là je pense que c'est un point pas négligeable pour eux. Et bien sûr, toutes les mesures de surtransposition. L'éco-phyto, alors on a beaucoup été attaqué là-dessus. JA peut-être un peu moins que le syndicat de la FNSEA. Mais pourquoi avoir demandé l'arrêt d'éco-phyto? C'est qu'à un moment donné, quand il y a eu un éco-phyto 1 qui n'a pas marché, un éco-phyto 2 qui n'a pas marché, et qu'on fait un éco-phyto 3 avec exactement les mêmes ingrédients, si tout le monde fait un peu de cuisine, si on reprend la même recette et que finalement tout le monde a trouvé la soupe mauvaise, il ne faut pas recommencer, sinon on finira exactement pareil. Et donc la stratégie là-dessus, elle est de dire à un moment donné comment on trouve un logiciel qui nous permet sur les phytosanitaires de se trouver une stratégie assez claire et nette, de se dire ok, il y a une trajectoire à avoir, qui finalement personne ne pourrait contester, de dire comment on préserve un environnement qui est toujours mis de plus en plus en tension par le fait d'une population qui augmente, par le fait de nouvelles technologies, par ceci, par cela, mais qu'on garantit des niveaux de production et un environnement. Donc retrouver de l'intelligence, retrouver finalement quand même la mise en avant des efforts faits par l'agriculture, parce que l'éco-phyto, comme il est fait actuellement, ne récompense jamais les efforts agricoles, et quoi qu'on fera, on sera toujours mauvais. Donc là-dessus, on a le sentiment d'avoir quand même été entendu. Ce coup-ci, il va falloir vraiment lancer le travail et qu'on aboutisse d'ici ça. Et enfin, quand même nous, qui n'est pas négligeable pour JA, des engagements pour aller plus loin sur l'installation et la transmission, notamment le rehaussement du budget de l'AITA, qui est l'accompagnement à l'installation transmission, avec une enveloppe qui est portée à 20 millions au lieu de 13 millions, des mesures fiscales et sociales qui ont été annoncées, qui pouvaient se faire dans l'immédiat, mais surtout un calendrier pour travailler d'ici le prochain PLF pour aller encore plus loin sur la transmission, et aussi comment on pourrait lutter contre l'inflation des taux, qui, je ne vous le cache pas actuellement, avec des taux comme on le connaît tous, qui pénalisent pas mal les reprises d'exploitation agricole en ce moment. Maintenant, le travail, j'ai envie de dire, est face à nous, et c'est pour ça que nous avons appelé à suspendre la forme de mobilisation. On n'a pas arrêté, on a suspendu cette forme de mobilisation, de blocage, et qu'on a appelé notre réseau à les retravailler comme on le fait tous les jours en tant que responsables syndicaux, nous au national, mais aussi en région, en département, avec les services de l'État, toutes les personnes qui auront envie de travailler, pour faire avancer ce qu'on a pu obtenir sur les mesures de simplification, sur les changements de logiciels, sur les EGA, sur l'installation, sur la transmission. Bien sûr, le calendrier de fin février avec le rendez-vous du Salon de l'Agriculture, où il faudra quand même que les premiers actes d'engagement de prise de conscience et de volonté de changer doivent se faire sentir, et d'ici juin ou plus tard avoir quand même ce coup-ci le package qui montre que ça y est, on est parti sur une nouvelle forme et une nouvelle base, avec bien sûr des élections européennes qui arrivent au mois de juin aussi, et qui pourront être aussi un marqueur et un rendez-vous qu'on se tâchera de faire. Sur la PLOA, comme vous avez demandé, j'aimerais quand même insister sur le fait qu'on sera quand même vigilant à ce qu'on garde quand même l'aboutissement de cette loi, et c'est ce qu'on a rappelé pendant les négociations, qu'on puisse profiter de la loi pour mettre des mesures de simplification, des mesures sur des normes environnementales, tout ça. Ça nous paraît judicieux, parce que c'est un outil législatif, et on sait très bien qu'il y a des mesures qui étaient demandées par les agriculteurs qui passent par le cadre législatif. Vous avez parlé de la PPL compétitivité. Oui, après, il ne faut pas que cette loi soit reportée, j'ai envie de dire, à Noël. Il faut quand même qu'on reste sur le timing. Je pense que beaucoup de choses sont déjà prêtes, en plus, existent. Donc il faut juste que rapidement, les personnes concernées se mettent autour d'une table et de voir comment on atterrisse assez rapidement sur cette loi-là. Parce que
Même si tout n'était pas au rendez-vous dans la loi. Et oui, elle avait changé de nom. D'ailleurs, elle s'appelait plus loi d'orientation et d'avenir agricole. Elle s'appelait loi pour le renouvellement des générations agricoles, parce qu'elle comporte quand même un gros volet, que ça soit sur la promotion métier dans les écoles, l'attractivité du métier, comment communiquer auprès d'un grand nombre. Vous l'avez vu, il y a une proposition qui serait l'ambition que toutes les écoles aillent dans des fermes. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, qu'on reconnecte la nouvelle génération avec l'agriculture. Et quand les jeunes sont allés dans les fermes, on sait qu'ils en parlent le soir, et avec les parents, ça crée du dialogue. Il y a quand même des mesures sur l'installation, sur la formation. Vous l'avez parlé sur le guichet unique. Nous, c'est quelque chose qu'on avait fait naître d'un rapport d'orientation en 2020, en disant qu'à un moment donné, c'est pas possible de continuer d'avoir des gens finalement qui ne savent pas où aller quand ils ont envie de s'installer, qui ont du mal à trouver les réponses. Et donc le fait d'avoir un guichet unique, c'est que c'est clairement identifié où c'est que c'est et où ça se porte. Après, sur le débat de qui les porte, moi je l'entends. Moi je pense qu'à un moment donné, les chambres d'agriculture sont un outil institutionnel, sous tutelle quand même de l'État, représenté par le suffrage universel, qui est le principe démocratique de notre pays. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on dise que c'est pas le bon qui le porte, mais qui de plus neutre à l'heure actuelle dans l'agriculture pour porter cet outil-là, à moins qu'on veuille changer de système dans ce pays, mais à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression qu'on veuille remettre en cause notre système démocratique. Vous dire quand même que quelques points nous inquiètent sur la loi, et notamment, mais ça on l'a poussé au Premier ministre, et j'ai plutôt le sentiment qu'il l'a entendu et que ça sera enlevé, mais c'était le diagnostic sol. Parce que la première chose est assez simple, c'est que vu que l'Europe en débat actuellement, il ne nous semble pas opportun que la France fasse un cadre avant même de savoir ce que l'Europe fera, et donc ça nous paraît pas bon d'une. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas été capable vraiment de nous expliquer qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça. Donc j'ai envie de vous dire que vu qu'il y a quand même un sentiment de méfiance entre le monde agricole et une partie de la classe politique, ou au moins de ses institutions, on préfère rester prudent. Nous, ce qu'on avait poussé, c'est plutôt un diagnostic généraliste qui permet de faire une étude de l'exploitation pour voir la durabilité de l'exploitation, qu'elle soit sur la partie économique, en termes de rentabilité, en termes de potentiel de filière, qu'elle soit sur l'adaptation au changement climatique, comment la ferme est positionnée pour se prémunir demain au changement climatique, en fonction du climat, en fonction des aléas, en fonction de ses cultures, qu'on puisse conseiller le jeune au moment de son installation. On est bien sur du conseil, parce qu'il y a un moment donné, ça reste aussi de la liberté d'entreprendre, et on ne va pas obliger à faire les prescriptions, mais au moins y conseiller, et qu'il ait tous les éléments à sa position au moment où il s'installe. Et ça fait le lien avec la volonté de renforcer quand même le côté formation. Alors, il y a la formation scolaire, mais à un moment donné, on ne pourra pas tout demander à l'école, parce qu'on ne va pas faire sortir les gens à 40 ans de l'école. Mais il faut aussi qu'on ait la possibilité de la formation continue. Vous avez beaucoup d'autres corps de métier où les gens se forment tout au long de leur carrière, que ça soit pour de la montée en compétences sur des postes, mais aussi pour que ça soit de l'acquisition de compétences personnelles et de la progression. Là-dessus, il ne faut pas se le cacher, je pense qu'on est trop faible encore sur le monde agricole, et ça, il faut qu'on l'encourage encore plus et qu'on le pousse encore plus, parce que qui peut prétendre tout savoir jusqu'à finalement la fin de sa vie, si je peux utiliser cette expression-là. On en apprend tous les jours, et donc il faut qu'on puisse en permanence amener nos agriculteurs, nos agricultrices à se remettre en cause, à se poser des questions et à s'enrichir de ce qui se passe autour. Vous dire que sur le sujet foncier, on ne vous cache pas que chez Jeunes Agriculteurs, on l'a plutôt vu avec réticence. Alors oui, on entend parler renouvellement des générations, parler installation sans parler foncier. Oui, mais comment et pourquoi ouvrir une boîte de Pandore sur le foncier sans avoir déjà identifié les vrais leviers, avoir pu mettre tous les acteurs autour d'une table et discuter, parce que chacun y voit son intérêt personnel, mais peut vite trouver aussi qu'il a peut-être plus à perdre qu'à gagner si on ouvre vraiment tout et qu'on y va à fond. Et moi, j'attire votre attention sur notre système agricole français, qui est en grande partie, et dont c'est le cas pour ma part, sur le système du fermage et de la mise à bail, et on n'a pas beaucoup d'agriculteurs
agriculteurs qui sont propriétaires de leur terrain, notamment en élevage, notamment dans des fermes de taille moyenne ou dans des zones où d'ailleurs on a des fortes valeurs ajoutées. Beaucoup sont en location, beaucoup sont en fermage. Et le fermage permet quand même l'accès à des jeunes qui ne sont pas issus de familles agricoles, qui ne sont pas issus de familles aisées, d'accéder au métier et de pouvoir reprendre une exploitation sans avoir un pactole à l'investissement, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'interdire de travailler à comment rendre le fermage attractif et volontaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire de travailler comment on peut mettre des outils de fermage en place, enfin, ou des outils de portage du moins, des outils de portage, parce qu'il y a un moment donné, il ne faut pas qu'on puisse laisser partir notre sol, si je puis dire, à l'extérieur de ce pays, mais comment on le fait intelligemment, et donc à voir comment on peut l'anticiper et comment on peut le faire. Et ce qui nous manque encore et qui est absent, et ça faisait le lien avec ce qu'on disait sur les mesures de transmission, on avait fait un livre blanc sur la transmission avec beaucoup de propositions qui restent certes à l'heure actuelle généralistes. Il faut rentrer ce coup-ci dans le mécanique, dans le détail, mais pour ça, il faut aussi que Bercy se mette à travailler aussi avec nous pour proposer quelque chose. Parce que moi, je veux bien entendre dire que nos idées ne sont pas les bonnes, mais à un moment donné, faut me proposer quelque chose en retour et qu'est-ce qu'on fait en place. On ne peut pas s'indigner que des Chinois viennent acheter des vignobles, mais que finalement le vignoble ne peut pas être pris par les enfants de générations qui ont construit ce vignoble-là pendant des années. Donc on peut faire les grands discours, mais ça serait bien qu'il y ait les actes. Et donc on a besoin de mesures de transmission fortes. Et je pense que c'est de l'investissement. Certes, c'est une dépense nette à l'instant T, mais c'est un investissement pour l'avenir parce que c'est garder un patrimoine national, c'est garder des outils de production sur notre sol. Et ça permet à avoir, comme vous le dites, une souveraineté alimentaire dans ce pays. Et je pense que le mot souveraineté, pour les plus aguerris, est en train de prendre tout son sens dans les crises qu'on traverse. Le conflit ukrainien nous rappelle à quel point finalement la fragilité peut être vite rapide. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens ont oublié que au moment du Covid, où tout était fermé, où tout a arrêté, les rayons ne sont jamais vidés. Donc c'est bien quand même la preuve qu'on a une puissance agricole en France et que ça serait bien qu'on la conserve. Pour en finir et pas être plus long dans les propos d'introduction, vous dire qu'on comptera, comme on a toujours, qu'on demandera votre soutien et le travail qu'on mène toujours avec vous sur cette loi, sur ces packs, sur ce qui va arriver aussi sur une mesure de simplification. Vous dire que vous nous trouverez à vos côtés pour travailler comme nous l'avons toujours fait, parce que c'est la philosophie de notre syndicat et moi en tant que président, c'est que nous sommes un syndicat apolitique et que nous travaillons avec tout le monde. Et puis quand je vois qu'on nous targue d'être proche du pouvoir, vous me permettrez la petite boutade de dire que finalement, du coup, je ne sais pas si nous sommes de droite, de gauche ou du centre, avec, vu que nous avons 60 ans d'existence et que nous avons toujours été targués proches du pouvoir. Finalement, je ne sais pas de quel bord nous sommes. Donc, c'est la réponse que je ferai à nos amis. Et voilà. Enfin, c'est ce que je pouvais vous dire, mais je pense qu'on porte l'ambition, vous dire en conclusion, que les jeunes croient en ce métier, les jeunes croient en la souveraineté alimentaire, croient en leur métier. On le voit dans nos lycées, les lycées sont plutôt remplis avec des gens qui ont envie. Je pense qu'il faut juste qu'on redonne confiance à cette jeunesse agricole, comme ils se font le rêve américain, le rêve australien, que finalement dans ces pays-là, avec quelques idées et quelques sous en poche, c'est possible. Et ben comment on retrouve cette même envie-là dans notre pays? Parce qu'on a les chercheurs, on a les entreprises, on a la qualité, on a l'excellence. Il faut juste qu'on redonne confiance à cette jeunesse et qu'on arrête de laisser croire qu'il n'y a pas d'avenir, que tout est fini et que la seule solution, c'est la récession. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire Générale, avant de passer aux questions, vous voulez revenir sur quelques points peut-être? Du coup, moi, je vais vous dire un petit peu ce qu'on avait porté pour cette loi d'orientation, puisque je m'étais arrêtée plutôt à l'analyse de la situation actuelle. Donc, sur l'orientation et la formation, nous, on avait vraiment porté de continuer à soutenir largement l'enseignement agricole. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites qui permettent plutôt de créer des nouvelles formations qui ne sont peut-être pas nécessaires. Il faut peut-être donner plus de moyens à celles qui existent déjà. Garder le rôle d'expérimentateur pour les pépinières d'entreprise, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a affaire à un nouveau public qui n'est pas en lien de façon familiale ou proche avec le milieu agricole. Donc, vraiment leur donner la possibilité de pouvoir se tester avant de vraiment faire ce métier-là.
Sur l'installation et la transmission, donc c'est vraiment l'installation pour nous. Vous savez qu'on prône d'avoir au moins 1 million de paysannes et de paysans pour pouvoir répondre aux enjeux d'alimentation et en même temps répondre aux enjeux environnementaux et climatiques qui sont très prégnants aujourd'hui. Donc pour ça, pour avoir des installations nombreuses, nous, tout comme les GIA, on pense que le foncier, c'est une pierre angulaire de ces installations. Et tout comme, du coup, mon collègue qui vient de parler, la préservation du droit du fermage, c'est quelque chose qu'on défend bec et ongle. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a encore des fermes qui restent familiales à taille humaine. Et du coup, il faut vraiment, vraiment protéger cet outil. Protéger aussi, garder les SAFER et renforcer leur action et un peu faire évoluer la gouvernance, ça nous paraît nécessaire puisque ça a permis de maintenir l'agriculture sans une évolution vers une agriculture trop industrielle, même si elle en prend le chemin. Donc préserver les terres agricoles, répartir le foncier, donc par ces outils de régulation que sont la SAFER et par le fermage. Travailler à la restructuration et à la division des exploitations surcapitalisées aujourd'hui qui ne sont plus transmissibles. Encadrer les montages sociétaires et interdire le travail à façon intégrale qui, du coup, fait sortir complètement l'agriculture, enfin, participe à la financiarisation de l'agriculture. L'accès à l'eau aussi, le partage de la ressource en eau est un point à travailler énormément. Donc l'introduction d'un droit au revenu, ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Renforcer notre protection sociale aussi. Avec les aides au logement, le droit au remplacement donc, qui a été amélioré dans le dernier projet de loi de finances, mais on peut encore aller plus loin parce qu'en fait, il pourrait aussi bénéficier à d'autres productions qu'aux seuls éleveurs. Peut-être doit-on y mettre un plafond pour les revenus, mais en tout cas, il y a plein d'autres fermes que les fermes d'élevage qui aujourd'hui ont besoin de s'arrêter un peu, de pouvoir prendre des congés, soit pour se reposer, comme tout un chacun, soit pour se former. Et donc, du coup, il faut améliorer encore ces congés de remplacement. Accompagner donc à toutes les étapes de l'installation et surtout la diversité des profils. Donc aujourd'hui, dans le projet de loi qui nous est proposé, il y a un guichet unique qui serait du coup porté par les chambres d'agriculture. Pourquoi pas, si on a la garantie quand même que tous les parcours peuvent être accompagnés et surtout avec une révision de la gouvernance des chambres, puisque aujourd'hui la gouvernance des chambres ne laisse aucune place aux syndicats minoritaires dont la Confédération paysanne fait partie. On pèse très peu sur les politiques qui sont accompagnées par les chambres d'agriculture et donc nous on demande du coup une révision de la gouvernance des chambres. On demande à ce que la reconnaissance des gens qui ont voté pour nous et c'est pas fait aujourd'hui dans la répartition des sièges ni dans la répartition des financements. Voilà, donc on demande OK pour le guichet unique, mais avec une révision de la gouvernance des chambres. Mais on voit aussi ce que ça donne en agriculture aujourd'hui. La crise, elle ne vient pas de nulle part. C'est les politiques publiques qui nous ont menés là et elles ont été accompagnées par juste une fraction du syndicalisme. Le syndicalisme majoritaire, effectivement, mais quand même, mais qui nous a amenés là où on est aujourd'hui. Après, vous nous avez parlé du choc de la loi, du choc de compétitivité qu'on retrouvait beaucoup dans les annonces aujourd'hui de M. Attal. Nous, on ne peut pas dire qu'on est vraiment réjouis par ces annonces. L'agroécologie a été abandonnée dans le projet de loi, mais aussi a été sacrifiée dans les annonces de M. Attal. L'objet de la colère, en fait, pour nous, a été détourné. La colère des gens qui se sont exprimés, c'était pas une colère contre les normes, c'était une colère contre le fait de ne pas pouvoir vivre de son métier. Et donc,
il n'y a pas d'expression, quelle qu'elle soit, Monsieur Salmon. En fait, pour calmer cette colère, on l'a détournée vers l'environnement, vers le soutien à l'agroécologie qui a été complètement sacrifié. Et on trouve que c'est assez dramatique pour l'avenir de l'agriculture. On est les premiers, en fait, les premières victimes quand on utilise des pesticides, quand on diminue la biodiversité, quand on ne garde plus l'eau dans les sols, c'est notre production qui est la première victime, c'est nous qui en sommes les premières victimes. Et donc du coup, on ne peut pas opposer agriculture et environnement. Il faut vraiment qu'on arrive à concilier les deux. C'est une question de pérennité de l'agriculture, c'est une question de survie de l'humanité. Et je vais revenir à d'autres points de la loi. Donc sur le diagnostic modulaire, aujourd'hui il existe beaucoup de diagnostics dans beaucoup de réseaux qui permettent aux agriculteurs et agricultrices, quel que soit le stade de leur vie professionnelle, de faire des points. Et donc on pense qu'il faut vraiment tenir compte de l'existence de ces diagnostics pour accompagner l'installation et la transmission. On n'est peut-être pas obligé de tout réinventer, il y a des choses qui sont très efficaces aujourd'hui. Et voilà, je vais revenir un petit peu sur le plan éco-phyto qui a été abandonné. Il a été abandonné parce que effectivement, ça a été une demande du syndicalisme majoritaire dans cette crise. Il n'avait pas fait ses preuves sur les diverses moutures précédentes. Après, c'était aux chambres d'agriculture de les mettre en œuvre. Elles l'ont peut-être pas fait de façon à ce que ce soit super efficace, parce que moi, je peux vous dire que dans les fermes, il existe des pratiques avérées dans de nombreuses fermes et depuis longtemps qui permettent de diminuer les pesticides, voire de s'en passer. Et on devrait vraiment déployer massivement ces pratiques pour faire évoluer l'agriculture. On n'a pas à s'opposer les uns les autres. Il n'y a pas d'un côté la bio, d'un côté l'agriculture conventionnelle. On doit tous se mettre ensemble. C'est pas nouveau. On doit tous se mettre ensemble et utiliser les pratiques qui peuvent être favorables à tout le monde. Et les pratiques qu'on utilise en bio, elles peuvent être très bien favorables à ceux qui n'y sont pas. Donc il y a une nécessité d'accompagner le déploiement de ces pratiques, d'accompagner la recherche aussi, pour évoluer dans un sens qui soit favorable aux attentes citoyennes et aux urgences du moment. Et enfin, dans les projets, dans les groupes de travail de recherche qui sont proposés dans le cadre de cette loi, nous, on propose qu'il y ait un groupe de travail qui explore la voie d'une sécurité sociale de l'alimentation pour travailler vraiment sur la souveraineté alimentaire, pour travailler sur le maintien d'une agriculture paysanne et de paysans et paysannes nombreuses et une alimentation correcte et choisie pour tous nos concitoyens et concitoyennes. Donc, on aimerait bien qu'il y ait un groupe de travail qui explore cette voie-là. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Merci encore, Monsieur le Président. Donc, nous allons passer aux questions. On va prendre les questions de Daniel Laurent, de Jean-Claude Tissot et de Philippe Grosvalet. Daniel. Oui, Madame la Présidente, j'ai des questions à poser, mais vous avez presque répondu à mes questions. Je crois qu'on a un rôle important tous ensemble, et ici au Sénat, nous l'avons évoqué depuis longtemps, c'est maintenir notre agriculture compétitive, mais c'est aussi préparer l'avenir et l'installation des jeunes. On ne pourra pas avoir une agriculture qui progresse si on n'a pas des jeunes qui sont intéressés, qui sont encouragés et qui sont aidés. Vous avez parlé bien sûr des principaux freins à la transmission agricole l'un et l'autre, mais je crois qu'un des freins principaux, c'est l'accès au foncier agricole, premier point, et le financement, bien sûr, qui impacte la capacité des jeunes agriculteurs à s'installer. Donc, moi, j'aurais bien aimé que vous précisiez un peu vos désirs sur ces deux points, parce que c'est l'avenir. Et puis surtout, vous venez de l'évoquer, Madame, l'agriculture biologique, parce que vous n'en parliez pas. Et on sait que c'est une agriculture qui représente un pourcentage intéressant d'installés, et qui a de grandes difficultés actuellement.
Et puis je pense qu'il est important, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, d'offrir aux jeunes l'impact du changement climatique, parce qu'aujourd'hui, on est en pleine transition. Il est important de montrer aux jeunes cette transition. Voilà, merci. Merci Daniel. Jean-Claude Tissot. Merci Madame la Présidente. D'abord, merci pour l'organisation de cette rencontre. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu cette configuration de syndicat minoritaire. Donc, merci en tout cas de l'organisation. Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Président, merci pour vos propos, certes un peu longs, préliminaires, mais je salue la diversité de votre vision. Je souhaiterais revenir sur un sujet qui a finalement été pas tellement abordé lors de cette crise agricole qu'on vient de vivre, ou qui est en train de... que l'on est en train de vivre, c'est celui de la concurrence entre les productions agricoles et productions énergétiques. Je pense bien sûr, entre autres, à l'agrivoltaïsme, dont un projet de décret est en cours de consultation, et on évoque des taux de couverture pouvant aller jusqu'à 40% des terres agricoles. Alors je sais que les JA ont déjà exprimé leurs craintes vis-à-vis de l'agrivoltaïsme, et que la Confédération paysanne a souvent rappelé son opposition pour ce qui est des terres agricoles. Alors, quelle lecture faites-vous de ce décret? Est-ce que cette surenchère énergétique, alors que les installations sur les toits serait suffisante, ne participe pas à une transformation alors, nuisible du métier de paysan, mais qui pourrait aussi, moi je l'avais soulevé à différentes reprises, perturber le statut du fermage, voire le faire disparaître. Voilà, quel est votre avis? Et puis enfin, j'aimerais connaître vos positions sur les évolutions éventuelles des aides PAC. On sait que en cas d'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, notamment, une réforme de la PAC sera évidemment indispensable. Et selon vous, quelles sont les réformes à apporter sur l'attribution des aides PAC? Que pensez-vous de la mise en place d'un plafond à partir d'un certain nombre d'hectares, avec le risque, je ne suis pas naïf, avec le risque de manipulation sociétaire, les grosses structures feraient plusieurs sociétés les unes à côté des autres pour être sous le plafond, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, ou alors une surprime sur les premiers hectares. Merci. Philippe Grosvalet. Merci Philippe Grosvalet, sénateur de Loire-Atlantique, un des rares départements où la Confédération paysanne a pendant de nombreuses années présidé la Chambre d'agriculture. Ça va revenir. L'ensemble des collègues. Et ma question porte sur le bio, et non pas évidemment pour opposer le bio au conventionnel, ça n'est jamais constructif, mais pour dire que dans ce département, 20% des exploitations sont en bio. Des exploitations, pas de la production, mais 20% quand même. C'est dire si ce modèle, ou ce label en tout cas, a permis un développement vertueux de l'agriculture dans un département, deuxième département en France en surface d'eau, où 99% des masses d'eau sont en mauvais état. Donc vertueuse pour l'environnement, pour la santé, pour les agriculteurs eux-mêmes, et surtout, et c'est là ma question, pour le revenu. On a vu après la crise du lait de nombreuses conversions en bio qui ont été financées par les pouvoirs publics, soutenues par les collectivités locales, en tout cas quand je présidais ce département, et qui aujourd'hui sont mises à mal. On voit même des déconversions. Ma question porte sur quelle solution ou quelle proposition vous formulez pour relancer cette filière bio quand, à l'instant, le président des chambres d'agriculture s'en remettait essentiellement au marché. Merci. Merci. Madame, monsieur, pour répondre à ces trois premières interventions. Vous commencez peut-être, madame? Je peux commencer. Alors, sur les transmissions. Alors, je vais prendre un peu mes papiers. Sur les transmissions, du coup, on pense qu'il faut, entre autres, créer une fiscalité incitative à la transmission. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si les fermes ont aussi du mal à se transmettre, c'est du fait de la faiblesse des retraites. La transmission n'est pas favorisée par le fait que les retraites sont très faibles. Donc, du coup, les agriculteurs, quand ils sont retraités, ils ont plutôt tendance à pas brader, c'est le moins qu'on puisse dire, leur ferme parce que derrière ils n'ont pas de moyens. Donc il faut aussi s'attaquer au problème des retraites si on veut du coup pouvoir avoir une transmission. Et donc les inciter à transmettre par un soutien à la transmission, la revalorisation des retraites agricoles et le plafonnement des aides PAC à l'âge légal de la retraite. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en fait, qui gardent leurs terres parce qu'elles ont plus d'aides PAC qu'elles ont de retraite. Et donc, ça ne facilite absolument pas du tout la transmission.
Donc sur la réforme de la PAC, donc nous ce qu'on propose, et c'est connu depuis longtemps, c'est qu'on arrête de financer la PAC à l'hectare, mais que ce soit un financement à l'actif de façon à ce que ça favorise le nombre de fermes et que ça ne concentre pas les subventions dans les plus grandes fermes. Donc voilà, on va continuer à apporter ça encore et toujours. Une PAC à l'actif et donc pas particulièrement avec le plafonnement du nombre d'hectares ou les premiers hectares, puisque on a vu du coup avec le soutien aux premiers hectares les nombreux montages sociétaires qui permettent de toucher une fois, 2 fois, 10 fois, même jusqu'à 12 fois. On a identifié les 52 premiers hectares. Donc pour le moment, il y a des contournements qui sont possibles. Donc nous vraiment, on demande l'aide à l'actif. Sur l'énergie, bon, pareil, hein, sur le photovoltaïque, vous connaissez notre position. On pense qu'il y a suffisamment d'endroits où poser des panneaux photovoltaïques sans s'attaquer directement aux terres agricoles, qui pour nous doivent rester le support de l'alimentation. Et si effectivement on doit voir la productivité diminuer du fait des conditions climatiques et tout ça, on n'a surtout pas intérêt à aller sacrifier des terres agricoles à la production d'énergie. Donc les panneaux photovoltaïques, c'est sur les toits et c'est pas sur les sols. Et sur la méthanisation, on a vu les dérives de l'industrialisation de la méthanisation et du fait que maintenant les animaux ne sortent plus. En fait, ça va complètement à l'encontre des enjeux de bien-être animal et des enjeux d'environnement. Si les prairies disparaissent, c'est parce qu'en fait les animaux ne pâturent plus, et si les animaux ne pâturent plus, parce qu'ils restent en stabulation toute la journée. Donc c'est aussi contre-productif pour nos enjeux environnementaux. Et sur l'agriculture biologique, effectivement, l'agriculture biologique est aujourd'hui en crise parce que les nombreuses conversions n'ont pas été parallèles à l'augmentation du marché. Après, ça peut être aussi une volonté publique forte si on estime que cette forme d'agriculture répond à l'ensemble des enjeux contemporains, de l'accompagner. Quand il y a une crise du porc pour quelques milliers d'agriculteurs, on peut débloquer 270 000 €. Quand il y a une crise de l'agriculture biologique pour quelques dizaines de milliers de producteurs, on va débloquer 50 millions d'euros. Donc il y a 2 poids 2 mesures dans l'accompagnement des systèmes. Et en fait, il y a peu de productions aujourd'hui qui ne sont pas accompagnées par les politiques publiques. Pourquoi on ne fait pas le choix d'accompagner l'agriculture biologique? Ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui. On peut faire passer... en fait, il y a pratiquement aucune production agricole aujourd'hui qui en fait, s'en sortent uniquement par le marché. C'est une illusion totale de dire ça. Il y a vraiment aucune production. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas l'agriculture biologique? Pourquoi est-ce qu'on accompagne d'autres types d'agriculture? C'est une vraie question. Donc voilà, moi je pense que en fait, faire passer un cap difficile à l'agriculture biologique, c'est aujourd'hui une question de volonté politique. Monsieur le Président. Oui, merci. Sur la question des retraites, oui, il faut un complément de retraite. C'est vrai que souvent on voit que c'est une question. Après, je pense que le sujet de la retraite agricole est quand même aussi compliqué par le système aussi qui a été fait. Et moi, je vois mon grand-père, qui n'est plus de ce monde, mais qui bénéficiait de la retraite sans l'avoir cotisé. Vous créez quand même un décalage. Donc, à un moment donné, comment on équilibre aussi un système de retraite? Il y a la question des 25 meilleures années à l'heure actuelle qui est sur la table, notamment pour les conjointes collaboratrices. Il faut qu'on trouve une solution parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas résolu. Et là-dessus, on compte aussi que ça puisse évoluer là-dessus aussi à ces mobilisations, qu'on trouve une porte de sortie pour ce sujet-là. Sur le foncier et les financements, sur les questions de portage, moi, je pense qu'il faut qu'on voit aussi notamment comment on peut avoir des outils qui accompagnent le jeune dans la reprise, ou le moins jeune, hein, parce qu'on n'aura pas que des jeunes qui s'installeront, au vu de l'ambition, ne serait-ce que déjà de remplacer les 50% qui vont partir à la retraite, c'est déjà 200 000, donc ça fait déjà pas mal de monde. Comment on a un outil, un fonds de portage, mais qui les accompagne sans faire de la spéculation foncière, sans faire des contraintes à la liberté aussi d'entreprendre des jeunes, parce que moi je pense qu'il faut aussi être prudent qu'on n'ait pas des outils fonciers qui conditionnent à un type d'agriculture ou à un autre. Je
pense qu'il faut rester aussi prudent sur ces choses-là, mais il faut qu'on soit au rendez-vous, peut-être avec des fonds, mais des fonds nationaux, parce que moi je pense qu'il faut quand même une garantie de l'État, il ne faut pas qu'on laisse ça des capitaux. Il faut, je pense, du capitaux extérieur, il en faudra, parce que je ne peux pas tout demander à l'État, mais il faut quand même que l'État soit présent pour garantir la sécurité et qu'il ne se fasse pas n'importe quoi et qu'on laisse ça à des capitaux étrangers qui demain posséderaient le foncier français. Sur l'impact du changement climatique, il faut qu'on soit, et c'était l'ambition qu'on aurait souhaité qu'il y ait plus dans le pacte, et pas dans la loi, parce que ça c'est pas des outils de la loi, mais de comment, avec ce qu'on a actuellement, les connaissances qu'on a, je vois le satellite, mais comment on est en capacité, avec ce qu'on connaît, avec les prévisions potentielles du changement climatique, nous ce qu'on aurait voulu, c'est comment on modélise la ferme France demain, en fait, avec l'impact climatique, avec les tendances sociétales, avec les besoins de marché, et que potentiellement, je dis dans l'idéal, on serait en capacité de dire à des jeunes, eh ben, si vous voulez faire tel type d'agriculture, allez plutôt dans cette région-là que rester où vous êtes. Ou potentiellement demain, on fera peut-être des agrumes dans le sud. Ça commence à se faire. Ça arrive. Et pourquoi nous on dit ça chez Jeunes Agriculteurs, c'est que parce qu'en fait, on sait que pour remplacer les 200 000 agriculteurs, certains le voient comme un inconvénient, nous on le voit comme une chance, c'est qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de jeunes hommes et femmes qui vont venir, qui ne seront pas issus du milieu agricole. Et donc, ce n'est pas des gens qui vont arriver, et ce n'est pas péjoratif de le dire, mais avec des idées préconçues, d'avoir toujours connu ce système-là. Parce qu'on sait que pour des gens qui ont toujours vu ce système-là, par leurs parents, par ce qu'on vous a appris, c'est quand même ancré, et quand il faut changer les choses, c'est quand même compliqué pour eux d'admettre que potentiellement il faudrait abandonner l'élevage, si c'est le cas, je ne dis pas, ou abandonner tel type de culture céréale ou tel type de maraîchage, ou qu'ils l'ont toujours vu, qu'ils ont mis des années, tout ça, c'est très compliqué pour eux. Par contre, une nouvelle génération qui n'a pas forcément ces mêmes attaches, ces mêmes sensibilités, ces mêmes patrimoines, on sait qu'on peut arriver à faire ça, et je pense qu'il faut qu'on saisisse la balle au bon et cette chance-là, et donc il faut qu'on puisse aller vraiment et qu'on rentre plus durement dans la modélisation, dans les stratégies de filière, dans comment on positionne la ferme France avec tout ce qu'on connaît et les besoins. La question de l'eau, la question de l'eau et du stockage, elle est primordiale. Après, chacun a un point de vue et on ne va pas faire le débat là parce qu'il serait éruptif. Mais moi, sans eau, il n'y a pas de vie. Et je pense que ça, on est d'accord tous pour le dire. Après, c'est sur les méthodes, sur les façons. Moi, je pense qu'il n'y a pas un modèle unique qui s'adaptera au territoire français. Suivant les zones où on se trouve, suivant les endroits où on se trouve, c'est peut-être plus du barrage, c'est peut-être de la réserve, c'est du puisement. Je ne sais pas lequel est le bon, mais par contre, ce qu'il faut qu'on pousse collectivement, c'est comment on a des concertations territoriales sur une gestion de l'eau, sur du stockage, parce que quand vous regardez l'épisode qu'il y avait à l'automne sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et notamment sur les Hautes-Alpes, ce qui est passé en volume d'eau dans la Durance, ils ont fait des simulations. Si pendant 4 jours on avait stocké l'eau qui est passée dans la Durance, on avait 1 an d'irrigation pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais au-delà de l'irrigation, c'est surtout le robinet. Parce que dans ma région, on ne va pas stocker de l'eau pour irriguer des prairies. Ça n'aurait pas de sens, même si on pourrait le rêver, mais sur un sol calcaire, ça n'a pas de sens. Et c'est du bon sens. Par contre, on va avoir un sujet, c'est comment on abreuve les vaches. Et avant d'abreuver les vaches, c'est comment on abreuve les êtres humains, qui ont peut-être oublié que ça reste des êtres vivants et qui ont besoin d'eau, et que si la première cause, si on veut stocker de l'eau, c'est peut-être qu'ils aient de l'eau au robinet demain et qu'ils puissent le faire. On a un vrai enjeu à travers le lot, et je prendrai rapidement l'exemple, mais chez moi, c'est des rivières dynamiques. On se plaint qu'elles sont polluées, mais en fait, c'est parce que vu qu'il y a un manque d'eau l'été, il y a une concentration des teneurs, vu qu'elles n'ont plus de volume, vu que c'est des poissons qui est des rivières dynamiques, vu qu'il n'y a plus de courant, elles meurent. Mais en même temps, vous avez des agences de l'eau, par une directive européenne, qui financent le démontage des barrages pour finalement redonner le libre cours à nos cours d'eau. Je pense que là-dessus, on marche vraiment sur la tête, parce que si les anciens l'ont fait, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'il y a un sens, et donc il faut qu'on retrouve ça. Sur la concurrence agriculture photovoltaïque, c'est un sujet qui fait beaucoup débat chez JA, et vous avez vu, de nombreuses fois, on a acheté le pavé dans la mare. Le point d'atterrissage qu'on a trouvé nous semble être un compromis. L'idéal, ça serait présomptueux de vous le dire, mais c'est un compromis entre les territoires et entre les envies des uns et des autres. Oui, il faut remplir le maximum qu'on peut sur les toits.
Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on fasse pour que ça soit faisable, parce que quand vous voyez les délais de raccordement qu'il faut pour raccorder votre installation de photovoltaïque sur un toit, c'est pas normal. Et donc à un moment donné, il faut stimuler ceux qui s'occupent des réseaux pour être en capacité de raccorder. Sur la question du photovoltaïque et donc de l'agrivoltaïsme, parce qu'il n'est pas question qu'on fasse du panneau en plein champ comme ça peut se faire, ça c'est une aberration. Mais sur l'agrivoltaïsme, je pense qu'il ne faut pas se fermer les yeux à des potentiels quand même d'accompagnement au changement climatique. Je pense à des maraîchers, vous avez des installations qui sont en train d'être testées avec du pilotage d'irrigation sous le photovoltaïque, avec des sondes pilotées, avec de l'aspersion pour du maraîchage. Tout ça, c'est des espaces tests qui existent. Je pense que c'est intéressant. Ce qui est le plus dommage, c'est que chez les jeunes agriculteurs, on alertait sur la situation en 2019 en disant si on ne fait rien pour encadrer ça, ça va nous péter à la figure. Bon, malheureusement, encore une fois, ça a pété à la figure. Mais en fait, c'est comment on retrouve comment on va toujours mettre de l'argent dans la recherche. Je pense qu'on a trop délaissé la recherche des fois dans ce pays et comment on va chercher plus tôt sur ces mesures-là. Et je pense que sur l'ambition qu'on a sur le renouvellement et sur les énergies renouvelables, on ne peut pas être contre le photovoltaïque. Après, il faut qu'on soit en capacité de le faire intelligemment, l'encadrer, et qu'il ne se fasse pas tout et n'importe quoi. Il y a des choses qui pourraient se faire chez moi qui ne se feront pas en Ille-et-Vilaine ou dans le sud-ouest, parce qu'on n'a pas les mêmes paysages, on n'a pas la même société. Et donc, il faut qu'on ait cette capacité-là. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas dire il faut sortir des carburants fossiles et en même temps dire il ne faut pas d'éoliennes et il ne faut pas de photovoltaïque. À un moment donné, les voitures électriques, vous me direz comment elles roulent. Il y en a quand même qui le font. Il y a le nucléaire, mais à un moment donné, le nucléaire, avec le retard qu'on a pris, il va falloir quand même trouver des solutions. Donc voilà, non mais je pense que c'est quand même des opportunités. D'ailleurs, ça a été soulevé, comment on concilie nouvelles formes. Moi, je suis convaincu que l'agriculture a sa part à prendre dans ces nouvelles formes d'énergie, mais par contre, il faut les encadrer. Oui, sur les méthaniseurs, il s'est fait des choses aberrantes, mais en même temps, il ne faut pas, je pense, stigmatiser la méthanisation. On ferait une erreur stratégique. Moi, je prends souvent l'exemple, c'est pas parce qu'il y a des gens qui font des excès de vitesse sur les routes que tous les conducteurs sont des forcenés et vont donc attention à la généralisation, attention à considérer que tout serait mal, mais ça a été dit, il faut de l'encadrement sur ça. On a une vraie carte à jouer et je rappelle quand même, on l'oublie des fois, mais l'agriculture a toujours produit de l'énergie. À l'époque, ils faisaient de l'avoine pour les chevaux qui tractaient les charrues. Donc voilà, aujourd'hui on a des tracteurs, mais voilà, il y a la question des biocarburants. Nous, chez Jeunes Agriculteurs, ça fait longtemps qu'on dit comment on investit pour cette transition. La question du GNR, elle est éruptive, mais fondamentalement, c'est un faux sujet. Alors oui, ça représente une masse, parce qu'en fait, les exploitations sont tendues financièrement, mais la vraie question, c'est comment on accompagne la transition, comment on fait pour développer ça. Et moi, je pense qu'on a des vraies chances. Et la vraie question qu'il faut qu'on porte, et à travers le pacte, au-delà de la modélisation au changement climatique, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce pays demain ? Quelle est la part agricole de production alimentaire et de production d'énergie ? Est-ce que c'est 100% alimentaire ? Mais ça voudra dire qu'il va y avoir des choix à faire et potentiellement revenir en arrière sur certaines règles, parce que ça voudrait dire qu'il faudra être concurrentiel sur du marché à l'export. Et au vu des règles qu'on a, je ne vois pas comment on peut être face à des Brésiliens, des Ukrainiens ou des Russes. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, mais il faut se poser autour des tables et comment on a une stratégie filière. Sur l'aide PAC, moi je pense que la première question qu'il faudra se poser sur l'Ukraine, et on ne va pas faire le débat là, mais oui, il faut commencer le dialogue, mais déjà d'une, on sait tous que ça ne va pas être demain, parce que comment on fera rentrer un pays en guerre qui est dans l'Europe, je ne vois pas. Par contre, il y aura quand même des règles, parce que l'agriculture ukrainienne est loin d'être l'agriculture française et encore même européenne, quand vous voyez comme c'est fait, ne serait-ce que prendre l'exemple des poulets, mais quand vous voyez combien il y a de poulets dans un bâtiment ukrainien, on est loin des règles françaises. Sur la PAC, les aides, oui, il faut toujours y faire évoluer. D'ailleurs, Jeunes Agriculteurs, et on l'a obtenu, à porter le fait que si on demandait les droits à la retraite, eh ben, on ne pouvait plus prétendre aux aides PAC, la limite de l'âge. Donc il faut continuer là-dedans, mais en fait, c'est à un moment donné comment on se pose calmement pour avoir une PAC qui, finalement, accompagne la politique qui est choisie. Moi, je pense que l'erreur qui a été faite, qui à l'heure actuelle est aussi un symptôme de la crise qui se passe là et qui nous plante, c'est le fait d'avoir une PAC dans les années 2000 qui a commencé à prendre un virage qui n'était plus forcément un accompagnement à la production et un vrai stabilisateur de prix, mais un accompagnement aux mesures, si je puis dire, vertes, aux mesures environnementales, à l'accompagnement des agriculteurs à aller vers des mesures environnementales. Le seul dommage qu'on a oublié dans la stratégie là,
c'est que pour que ça marche, il fallait que les prix soient au rendez-vous des produits payés aux agriculteurs. Et donc là, en fait, on a une déconnexion, enfin, on a la balance qui ne le fait plus, et du coup, on a ça. Donc oui, il faut poser les sujets de la PAC sur la table, c'est un bel outil, ça maintient quand même, il ne faut pas qu'on l'oublie, un accès à l'alimentation aux plus modestes des ménages, parce que je pense que si on n'avait pas la PAC, les prix de l'alimentation exploseraient, là on aurait des vrais problèmes d'accès à l'alimentation. Et pour finir sur la question du bio, moi, je suis convaincu, et je l'ai toujours dit, donc je ne vais pas faire entorse à ce que je pense, c'est que ce qui est dommage, c'est que le bio a été construit à coup de politique générale, à coup de campagne politique par des régions, et que finalement, il n'y a eu aucune concordance de marché en face, et on a fait installer des gens à coup de subventions publiques, à coup de maintien, sans se soucier de savoir si ce marché-là était porteur. Ce qui est dommageable, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des gens qui sont dans le bio, qui ne l'ont pas choisi comme ces années-là passées pour s'en sortir, mais qui sont vraiment installés en bio par conviction, et c'est tant mieux. Mais par contre, c'est comment on leur apporte une réponse concrète à ces gens-là pour les garder dans la filière qui est la leur, qu'ils aiment et qu'ils portent. Et donc pour ça, il faut qu'on ait une vraie analyse du marché, il faut qu'on encourage aussi une partie, la gestion collective, à y participer. Moi, je dis juste attention à la tentation de certains de se dire qu'il n'y aurait qu'à aller tout en bio et que le problème français serait résolu. Non, mais je ne dis pas que... Je donne mon avis. Je ne dis pas que vous l'avez dit, monsieur. Je vous dis juste que certains, des fois, se cèdent et se tentent. Moi, je pense que la France a une richesse, c'est sa diversité. Et pardonnez-moi de vous le dire, mais moi, mon avis personnel, c'est que si demain, on était uniforme dans ce pays, avec, pardonnez-moi le mot, mais je pense qu'on s'embêterait beaucoup, pour rester poli. Et je pense que notre diversité est notre richesse, et que pour moi, il faut des niches. Parce que quand vous avez une niche comme le bio, quand vous avez, comme chez moi, une niche sur le comté, c'est quelque chose qui tire les autres vers le haut, parce que ça crée de la concurrence. Et que ceux qui sont en conventionnel se disent, si on veut garder des producteurs en conventionnel, il faut aussi qu'on les paye. Donc c'est ça. Et c'est pas parce que j'utilise le mot niche sur 20% que je suis péjoratif. Moi, j'appelle le comté, c'est une niche, c'est la plus grosse AOP de France qui fait 60 000 tonnes. C'est pas être péjoratif de dire que c'est une niche, c'est de dire que c'est quelque chose qui ne représente pas la majorité. Et pour moi, la niche a une notion d'ancrage au territoire, a une notion de répondre à un marché, a une notion de répondre à des attentes d'un territoire. Et c'est là-dessus. Et je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir que, et je vais vous le dire très clairement, il faut qu'on sorte des postures, quels que soient les uns et les autres, et de l'envie politique. Il y a des réalités de terrain, il y a des réalités, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller au bio, et vous pourrez faire ce que vous voulez, ils n'iront jamais. Ou alors, il faut qu'on se pose la question du logement, il faut qu'on se pose la question des transports, il faut qu'on se pose la question de nos modes de vie, de tout ça. Donc, il y a un moment donné, il faut y aller. Et moi, je vais vous dire très clairement, j'appelle de tous mes voeux qu'on rentre le plus vite possible dans la planification écologique. Parce que là, on va mettre tout le monde devant le fait de ses responsabilités, de dire à un moment donné, il n'y a pas de souci, vous voulez changer de modèle, on y va, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple et qu'il faut remettre finalement en cause le mode de vie général. Merci, Monsieur le Président. Je peux poser juste une question. Non, je vais passer aux questions, puis vous répondrez peut-être globalement, parce que j'ai un de mes collègues qui s'en va et qui voulait poser une question. Donc, on va prendre les 4 dernières questions. Patrick Chauvet, Jean-Marc Boyer, Daniel Salmon et Daniel Grémillet. Et si vous voulez faire assez vite, oui, pour merci, pas qu'on se Madame la retrouve tout seul. Merci, Madame la Secrétaire Générale et Monsieur le Président de votre présence. Je voudrais dire d'abord aux représentants des jeunes qu'il y a un enjeu très très fort pour la jeunesse en agriculture, et bravo pour votre message il y a quelques mois, on marche sur la tête. Nos concitoyens l'ont entendu, y ont été sensibles parce qu'il allait sans doute au-delà de la problématique agricole. Je reviens très vite sur l'agrivoltaïsme parce que je me souviens qu'au moment du développement des énergies renouvelables, vous étiez l'un et l'autre très opposés au développement de cela, et l'échange a peut-être été un peu court. Vous aviez raison pour partie, puisque les premiers exemples sont des contre-exemples, le mouton à Libye, enfin j'en passe. Ceci étant, on découvre maintenant, peut-être avec un peu plus de subtilité, et vous venez de l'évoquer, que pour certaines productions, je prendrai l'exemple de l'arboriculture ou de la production de fleurs, où on est très déficitaire, on a un problème de souveraineté, et à côté on a un problème de souveraineté en production énergétique, et on s'aperçoit que les deux peuvent être gagnant-gagnant, liés au réchauffement climatique, et qu'on gagne en compétitivité, y compris pour les arboriculteurs. Donc je pense que l'agrivoltaïsme, pour moi, dans ce cas-là, peut être une chance, un complément de revenus, un complément de souveraineté, et que peut-être il suffit de donner à l'agriculture le portage de cela, et que ce soit lié à un projet agricole. Mais je suis plutôt
rassuré de vous entendre que maintenant il y a une ouverture à regarder, qu'il y a dans quelques cas, dans certaines productions, il y a un effet bénéfique économique, social toujours quand il y a l'économique, et environnemental. Merci Patrick. Jean-Marc Boyer. Oui, merci Madame la Présidente. On parle beaucoup du renouvellement des générations, de l'installation des jeunes, et je suis étonné qu'on ne parle pas du tout de l'enseignement agricole, parce que c'est l'enseignement qui conduit ces jeunes à l'installation à un moment donné. Il y a une trentaine d'années, 80% des jeunes qui étaient en enseignement agricole étaient des fils d'agriculteurs et se destinaient à l'agriculture. Aujourd'hui, on est seulement à 20% de ces jeunes. Et donc, ça pose un problème d'orientation et d'information des jeunes, en particulier au niveau des collèges. Mais j'ai pu le constater, le verdissement des filières dans l'enseignement agricole ces 20 dernières années, à travers les bacs pro et les BTS environnement en particulier, où on a biberonné 2 générations au bio, sauvetage de la planète, sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, fait qu'aujourd'hui, on a énormément de jeunes qui, on en a conduit énormément à l'échec à l'installation. Ou s'ils sont installés, on finit à l'échec à l'installation. Alors, moi, ma question est de savoir quelle proposition vous pouvez faire pour retrouver cette attractivité et pour l'installation des jeunes en agriculture, toutes les agricultures. Merci Jean-Marc. Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Bon, lorsqu'on rencontre tout le monde dit les agriculteurs doivent vivre de leurs produits. Et ça, c'est bien normal. Simplement, comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir une concurrence déloyale entre des agriculteurs qui, par leur pratique, ont des externalités positives et des agriculteurs qui, par leur pratique, ont des externalités négatives avec des coûts qui sont pris en charge par la collectivité. Je parle de potabilisation de l'eau, je parle des questions de santé avec des épidémies de cancer qui sont devant nous et qui sont bien présentes même déjà là. Donc, on dit... on laisse entendre que l'agriculture bio serait portée à bout de bras par les aides publiques. Et je pense qu'il va falloir un jour, et j'aimerais bien entendre les jeunes agriculteurs sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on fait pour avoir un modèle qui préserve notre environnement demain, à l'heure où presque toutes les eaux de surface sont polluées, même les eaux minérales. Merci. Merci. Daniel Gremillet. Oui, merci Madame la Présidente. Une question aux 2 organisations. Comment fait-on pour améliorer l'indicateur EGalim ? Puisqu'aujourd'hui, la preuve, les travaux du Sénat démontrent qu'on est en décalage complet. Deuxième question, surtout au président Arnaud, au président des JA. Si j'ai bien compris, les JA sont effectivement favorables au guichet unique. Ça veut dire que la politique d'installation telle historique menée par les JA évoluerait d'une manière importante, pour ne pas dire autre chose. Ma dernière question, concernant le financement de l'agriculture, le Sénat a voté quasiment à l'unanimité la remise en place des prêts bonifiés, c'est-à-dire qu'il y a une vraie question de financement pour l'accessibilité à l'installation des JA. Qu'en pensez-vous ? Et pensez-vous pas qu'il serait judicieux aujourd'hui de redonner des perspectives à une installation progressive en agriculture qui permettrait bien plus de jeunes de rentrer dans le métier et à des cédants de pouvoir effectivement partir tranquillement. Quand il dit tranquillement, un tuilage bien plus important tel qu'on l'avait créé il y a déjà très longtemps. Merci. Dernière question, Frédéric Buval, rapidement, et après on laissera la parole à nos autres. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Gaillot, je souhaite vous interroger sur les jeunes agriculteurs des Outre-mer. L'agriculture ultramarine est un secteur important en termes d'emploi qui mérite une attention particulière, notamment pour faciliter l'installation de jeunes. En mobilisant les moyens nécessaires et en adaptant les politiques publiques aux spécificités de ces territoires, nous pouvons relever les défis et garantir un avenir durable à l'agriculture ultramarine. Alors, pour répondre aux défis auxquels ils font face, les agriculteurs ultramarins ont besoin d'un accompagnement spécifique. Cet accompagnement peut prendre plusieurs formes. Un soutien financier, des aides financières peuvent être mises en place pour aider les agriculteurs à investir, à se moderniser et à faire face aux aléas climatiques. Un appui technique, des services de conseil et d'accompagnement technique peuvent être proposés aux agriculteurs pour les aider à améliorer leurs pratiques et à s'adapter aux nouvelles réglementations.
Et puis, il y a une promotion des produits ultramarins. Il est important de promouvoir les produits ultramarins sur les marchés locaux et hexagonaux. Alors, en conclusion, quels sont, selon vous, les leviers qui sont à disposition des jeunes agriculteurs en Outre-mer sur ces 3 formes d'accompagnement? Je vous remercie. Merci. Voilà donc les questions. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, pour terminer cette audition. Madame la Secrétaire ? Oui, donc sur l'énergie, nous, ce qui nous inquiète aussi aujourd'hui, c'est qu'en fait, on nous pousse à avoir des revenus issus de l'énergie pour compenser la faiblesse de nos revenus agricoles. Et du coup, c'est vraiment ne pas s'attaquer aujourd'hui aux problèmes de revenus qu'on pointe notamment au sein de cette crise. Donc la concurrence avec l'énergie, ça nous pose un problème à ce niveau-là. Et ça nous pose aussi un autre problème par rapport à la financiarisation de l'agriculture, c'est-à-dire à la présence d'acteurs non issus du milieu agricole qui rentrent dans ce processus d'installation liée à la production d'énergie. Donc ça fait augmenter le coût du foncier et on trouve que globalement c'est quand même assez problématique. Alors qu'il y ait quelques cas sur lesquels on peut trouver qu'il y a des avantages, ça peut être assez marginal. D'une façon générale, c'est plutôt un danger pour la production agricole de continuer à aller vers un développement fort de la production d'énergie dans les fermes. Sur les installations alternatives qui seraient beaucoup plus vouées à l'échec que les installations en conventionnel, moi, il faudrait m'apporter des chiffres. C'est absolument pas du tout prouvé que les personnes qui s'installent sur des fermes qui ne soient pas de l'agriculture conventionnelle soient aujourd'hui beaucoup plus en échec que celles qui s'installent sur des fermes classiques. Sur les externalités positives et négatives des différents modes d'agriculture, je ne peux que acquiescer. C'est effectivement, on ne veut pas soutenir particulièrement l'agriculture biologique, mais par contre, on soutient d'une autre façon l'agriculture conventionnelle en prenant en charge sur le plan sociétal ces externalités négatives. Donc là, il y a peut-être quelque chose à revoir. Et je voulais justement vous poser une question, Arnaud Gaillot. Tout à l'heure, vous aviez dit que la bio, elle doit s'en sortir avec le marché. Pourquoi pas le porc industriel quand il est en crise? Pourquoi pas le vin quand il est en crise? Dans ce cas-là, il faut laisser toutes les productions se débrouiller toutes seules avec le marché. Et après, sur l'amélioration des Galim, on ne peut que exiger cette amélioration, puisque pour le moment, quand on négocie les prix à l'intérieur du processus des Galim, la négociation, elle est en défaveur du maillon de la production, puisque les transformateurs et la vente, la grande distribution, en fait, nous obligent à adopter leurs indicateurs, enfin en tout cas à pondérer les nôtres, parce que soi-disant ils ne seraient pas bons. Donc ils nous obligent, en fait, ils nous forcent à ne pas porter nos indicateurs à nous, qui prennent en compte notre production. Et pour le moment, c'est parce qu'il y a un rapport de force qui est en notre défaveur que la loi Egalim ne permet pas qu'on soit toujours rémunéré de nos coûts de nos productions agricoles. Monsieur le Président. Oui, sur l'agrivoltaïsme, il y a une vraie question sur la répartition de la valeur. C'est pour ça qu'on le disait, que dans le décret, c'est comment on peut le faire. Il y a des choses qui sont réfléchies. Moi, vous dire c'est telle solution, je ne sais pas, mais ce qu'il y a de sûr, il faut voir comment on encadre la répartition de la valeur. Et nous, ce qu'on avait pointé dans un rapport qui remonte à déjà il y a quelques années sur les questions d'énergie, on avait déjà un peu évoqué ça, c'est comment en fait on ne commet pas les erreurs qu'on a peut-être fait sur l'alimentaire, sur l'énergie, et comment on va au plus loin pour garder la main et éviter que le maximum de valeur nous échappe. C'est un point à travailler. Je ne prétends pas avoir la solution, mais il y a un vrai sujet de comment on répartit la valeur, parce que l'agrivoltaïsme, on ne pourra pas la mettre partout sur le territoire, et du coup, comment on arrive à créer quand même que ça profite à l'ensemble agricole et indirectement à potentiellement des compensations ou des choses. Sur la question de l'enseignement agricole,
on l'a proposé, et oui, il faut le voir, notamment il y a la question de l'évolution d'un bachelor, de renforcer ça. Il faut qu'on renforce les volets gestion, les volets économie. Moi, je pense que c'est bien aussi qu'on ait, parce que c'est aussi, ça fait partie de l'attente sociétale, que soit enseignée la question de l'agroécologie, de ce changement climatique, de tout ça. Oui, il faut le faire évoluer. Mais en fait, ce qui est dangereux, ça serait si demain on a un enseignement qui enseigne qu'une forme. L'enseignement, c'est le totem d'un État, et donc on doit être en capacité d'enseigner à nos élèves tout ce qui existe, tout ce qui est face à eux, et donc après à eux de les amener à faire leur choix sur ça, sur la concurrence déloyale, les potentiels épidémies de cancer, de pollution, voilà, quel modèle les jeunes agriculteurs proposent. Chez jeunes agriculteurs, on considère, et oui, c'est un enjeu, c'est comment on arrive à maintenir une agriculture qui permet une souveraineté alimentaire, qu'elle soit française, européenne, mondiale, tout en préservant un environnement sur lequel on le pratique. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin sur l'investissement dans les évolutions de l'innovation, sur la recherche génétique, sur tout ce qu'on pourra mettre dans les moyens pour accompagner la recherche et garantir finalement un niveau de production. Parce que personne ne peut se réjouir à se dire que si notre outil de production est détruit, on n'aura plus rien à transmettre. Et quand même, la vocation des agriculteurs, au-delà de nourrir, c'est quand même la fierté de transmettre un outil, si c'est à leurs enfants, mais même à quelqu'un d'autre. C'est quand même la fierté de la continuité et tout ça. Et donc, nous, on est convaincus qu'il n'y a pas un modèle exact qui permettra d'y répondre. Par contre, c'est bien dans l'investissement collectif, dans la recherche. Je pense que la recherche nous a permis de belles choses. Et je pense que le question, et nous sommes favorables sur le sujet des NBT, les nouvelles biotechnologies, sont potentiellement, je dis bien potentiellement, mais il faut qu'on cherche, il faut qu'on y aille des solutions pour résoudre et baisser l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Mais il y a un moment donné, il faut en fait qu'on soit dans la recherche, et nous, ce qu'on dit, il ne faut pas qu'on risque finalement la production de récoltes qui seraient impropres à la consommation. C'est arrivé. Et ça, on ne peut pas se le permettre en France ou en Europe d'avoir des cultures ou risquer un zéro récolte. Je ne dis pas qu'on y est. Je dis juste qu'il faut qu'on soit en capacité. Et en plus, on a les entreprises en France semencières. On a des chercheurs. On a les capacités. Il faut juste qu'on leur en donne les moyens de leur dire voilà les trajectoires qu'on veut et comment on va de l'avant pour aller tendre vers le moins d'impact possible sur l'environnement. Dire qu'on aura zéro impact, je pense que ça c'est présomptueux parce que la vie humaine a de l'impact sur l'environnement, qu'elle le veuille ou non. Le fait qu'on soit sur cette terre fait qu'on a un impact sur elle. Après, comment on essaye de le limiter au maximum et comment on garantit une préservation, je pense qu'il faut le faire. Mais moi, ce qui me gêne, et c'est ce que je vous disais dans mes propos liminaires, c'est que pour moi, on réussira ça que si on le fait tous ensemble, tous secteurs confondus. Il ne faut pas qu'on fasse porter le sentiment, bon là c'est normal, c'est l'agriculture, mais je parle dans un discours plus généraliste, qu'en fait la clé résiderait que dans le monde agricole pour préserver cette planète. Sur l'amélioration de l'indicateur EGalim, je pense que ça fait un moment que c'était promis la mission flash de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Il faut qu'on voit quel est l'indicateur le plus. Je pense qu'on a des interprofessions quand même qui existent dans différentes filières et que il faut qu'on arrive à ce qu'elle marche. On est tous conscients qu'il y a quand même des postures. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'il y en ait qui mettent des coups de pied dans la fourmilière pour faire que ces instituts qui existent, ces institutions qui existent, marchent vraiment parce que tous les acteurs sont autour de la table et doivent à un moment donné se mettre d'accord à sortir des coûts de production. Je pense que les chiffres, on les connaît tous. On a suffisamment de données dans ce pays pour être capable de savoir combien coûte un litre de lait à produire, 1 kilo de viande. Et donc, il faut qu'on soit en capacité d'utiliser ces indicateurs-là. Avec quand même, je pense que tout le monde en est conscient, mais une contrainte malgré tout, c'est qu'il y a des réglementations, qu'elles soient européennes ou mondiales, sur le commerce et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en termes de sanctuariser un prix ou autre. Et donc, il faut aussi qu'on voit est-ce qu'il y a des choses à changer au niveau européen pour permettre une juste rémunération des agriculteurs. Sur le guichet unique, oui, on partage parce qu'on l'a porté, mais
oui, ça va changer notre façon qu'on avait de fonctionner parce que les JA ont toujours été reconnus comme les acteurs de l'installation, mais les JA sont aussi conscients que ce ne sont pas les seuls sur l'installation et que sur les 12 000 installations, il y en a une bonne partie qui passe aussi par d'autres organismes. Et donc, il faut aussi respecter les autres acteurs qui existent sur le terrain et donc considérer qu'il y a aussi des gens qui veulent rendre là. Et donc, si on veut un guichet unique qui réunit tous les acteurs, vous ne pouvez pas exiger que ça soit plus l'un ou plus l'autre qui le commande. Donc après, il faudra qu'on voit comment on adapte ça, mais je pense que c'est une bonne chose. Sur les prêts bonifiés, oui, vous l'avez voté, on l'a poussé. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde comment on le fait. Alors, dans le pacte, il y a ces 2 milliards de prêts garantis par l'État. Il faut qu'on voit comment on peut agir. Je pense qu'il y a certaines banques qui ont commencé à donner des signes qu'ils étaient prêts à y travailler. Je pense qu'il faut qu'on le travaille assez rapidement, mais tout en ne provoquant pas une inflation du prix de la reprise si toutefois on arriverait à trouver une bonification sur les prêts. Sur l'installation progressive, on le partage et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné, mais c'est une déception à l'heure actuelle dans la loi, c'est sur la question du droit à l'essai, notamment dans les GAEC. Il faut qu'on voit comment on peut mettre en place pour que les jeunes puissent essayer. On a eu poussé aussi à un moment donné des idées de se dire comment on regarde. Alors, le statut du GAEC, c'est technique, mais fait que si un associé quitte, en fait, l'autre qui reste, au bout d'un an, doit avoir retrouvé, ou sinon il ne peut pas garder la fin. Je pense qu'il faut qu'on voit sans dénaturer ce qu'est le GAEC, qui est quand même une exception française et qui est plutôt une bonne chose sur le terme de pénibilité de travail, de dégagement de temps libre, comment on l'aménage aussi peut-être à répondre à des nouvelles envies, permettre qu'un jeune rentre progressivement dans la structure, puisse prendre le temps d'essayer, parce que moi, pour l'avoir vécu, 1 an, c'est quand même assez court pour essayer, parce qu'en gros, vous avez un mois d'essai, derrière, il faut se lancer dans les démarches pour être installé au bout d'1 an. Donc, il faut qu'on déverrouille aussi ça, qu'on rallonge, peut-être aussi avec des conditions, parce qu'on ne donne pas aussi le prétexte d'avoir, entre guillemets, un salariat déguisé sous prétexte qu'on voudrait installer, que finalement, il n'y a jamais d'installation. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses à travailler, et donc ça, il faut vraiment qu'on le relance. Sur les Outre-mer, moi je pense qu'il y a une spécificité Outre-mer, et c'est pas péjoratif, mais d'une, ils sont plus impactés que nous encore par le changement climatique. J'étais il y a quelques mois à La Réunion, et le changement climatique, il faut qu'ils ont quand même des pressions d'insectes ou autres qui ravagent quand même des cultures. Et donc, si je prends 30 secondes l'île de La Réunion, certains tendent à dire qu'il faut qu'ils fassent moins de cannes et qu'il faut qu'ils se diversifient. À la limite, ça peut s'entendre. La problématique, c'est que quand vous discutez avec des maraîchers, ils sont en train de vous dire que potentiellement le maraîcher en plein champ va devenir compliqué à La Réunion, vu qu'on leur a retiré des molécules pour lutter quand ils ont une invasion d'insectes et qui ravagent les cultures, et donc ils n'ont plus de moyens de lutte. Ils utilisent la lutte raisonnée, mais à un moment donné, quand il y a un gros impact, ils n'y arrivent plus. Donc il faut qu'on voit comment on peut les accompagner, parce que si on veut diversifier et rendre finalement ces agricultures dans les différents départements ultramarins solides, il faut aussi qu'on soit déjà en capacité de leur amener des moyens de lutte contre ces changements climatiques qui sont peut-être des fois plus violents que ce que nous on perçoit sur la métropole actuellement. Des structurations de filières, je pense qu'il y a un boulot à faire dans certains, et il faut voir comment on peut accompagner les expériences qui marchent en métropole à nos collègues dans les départements ultramarins pour voir comment on peut les aider à se structurer, comment on peut avancer. Moi je l'ai porté auprès du Premier ministre. Vous avez certains départements ultramarins qui, ça fait déjà des années, demandent des IGP, je pense à l'ananas ou à d'autres, et ça fait bientôt 6 ans qu'ils sont en attente du IGP. Ça prend trop de temps, c'est trop long, il faut aller bien plus vite, et moi j'espère que là, les mobilisations vont faire que les choses vont s'accélérer, parce que c'est une vraie chance pour promouvoir les produits des Outre-mer. Je pense qu'il faut qu'on regarde quand même la spécificité du marché, parce qu'ils sont quand même considérés un peu hors Europe sur le terme du marché. Ils ont des droits qui ne s'appliquent pas nous, et donc ça, il faut quand même qu'à un moment donné, on ne peut pas les considérer hors Europe. Moi, dans le logiciel, je ne peux pas comprendre ça, donc ça, il faut qu'on le revoie au niveau européen, comment on considère mieux ces départements-là, comment on les intègre mieux dans le marché, et comment, eux, on lutte contre une concurrence déloyale qui est assez impressionnante sur, je pense, à de l'ail ou autre qui est fait en Inde, ou à la vanille de Madagascar. C'est des trucs qui viennent les percuter de plein fouet, sauf que vu qu'ils sont sur un marché un peu différent du nôtre en métropole, ont une complexité à lutter contre ça. Et donc ça, je pense qu'au niveau européen, il faut qu'on revoie le cadre législatif, comment on les intègre mieux dans le marché européen et qu'on ne les considère pas à part.
Et pour les jeunes, il faut qu'on renforce l'accompagnement, sur les structures d'accompagnement, sur ça. Et puis la question du stockage de l'eau, enfin, on l'a vu à Mayotte, c'était assez catastrophique ce qui s'est passé. Et donc il faut aussi qu'on voit comment on peut accompagner ça. Il faut vraiment un plan fort. Moi je pense qu'il faut un ministre... à voir comment on le fait, mais il faut vraiment gérer les Outre-mer, qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe à temps plein, que ça soit sur des questions agricoles, sur des... Non, mais je vous le dis honnêtement comme je le pense, parce que il faut aller sur les Outre-mer pour comprendre le fonctionnement de l'Outre-mer. Parce que si on s'imagine gérer l'Outre-mer comme on gère la métropole, on se trompe complètement. Et c'est pas leur faire offense de dire ça, c'est comprendre leurs spécificités, c'est comprendre leurs particularités. Et j'y ai passé 10 jours, alors j'ai fait que la Réunion, et les autres voudraient que j'aille, mais en fait, quand vous avez passé 10 jours, vous avez pris le temps d'aller voir toutes les filières, d'avoir discuté avec eux, vous comprenez très vite que la chose, elle n'est pas simple. Mais il y a plein de choses à faire, mais il faut juste qu'on arrête de considérer qu'on va gérer ces départements-là comme on gère la métropole, ou alors en les laissant de côté. Mais je pense qu'il y a des belles opportunités. En plus, il y a une jeunesse qui a beaucoup envie, ils ont des opportunités. Donc il faut qu'on leur apporte tout ça et fortement. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais moi il y a des belles opportunités, il y a une vraie richesse. Et sur la question qui m'a été posée par la Confédération paysanne sur le marché bio, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Et j'ai dit qu'à un moment donné, je pense qu'on a été trop vite sur la montée en puissance des gens qui produisaient du bio et qu'on a peut-être provoqué un décalage de marché. C'est ce que je dis. Et donc je ne suis pas en train de remettre en cause les aides qui existent. Je vous tiens aussi à dire qu'en fin d'année, il y avait 90 millions qui ont été annoncés, plus les 50 millions qui viennent d'être annoncés. Donc ça commence à faire une enveloppe. C'est peut-être sûrement trop peu, mais ça va quand même dans le bon sens. Je veux dire qu'on la soutient, mais voilà. Et je pense que c'est pas leur faire défaut que de dire qu'à un moment donné, on a surchargé un marché trop rapidement. Et moi, je le dis, j'en suis les premiers à regretter, parce qu'on a des adhérents GIA qui y sont installés pas parce que c'était une opportunité de marché, c'est parce que c'était leur conviction, et c'est ceux-là qu'on a plantés. C'est ça qui est plus dramatique. Et donc, il faut qu'on voit comment on les en sort, comment on aide à les structurer. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que ça fait depuis 2012 que je suis engagé chez Jeunes Agriculteurs, et ça fait depuis 2012 que j'explique à certains que plutôt que passer leur temps à nous taper dessus et à dire qu'on n'en avait rien à faire du bio et qu'on était contre le bio et dire qu'on était des anti-bio, ils auraient mieux fait de structurer leur marché, parce qu'ils allaient vivre dans quelques années une crise sans précédent qui allait mettre en cause beaucoup de jeunes et qui allait poser beaucoup de questions. Ce que je regrette, c'est peut-être d'avoir eu raison. Merci, Monsieur le Président, merci Madame la Secrétaire Générale de nous avoir consacré autant de temps et d'avoir répondu précisément à l'ensemble de nos questions, et on vous souhaite bon courage pour continuer cette mobilisation, parce qu'on a bien compris que vous restez plus que jamais mobilisés, et sachez qu'ici au Sénat, on sera toujours très ouvert et très à l'écoute de toutes les questions touchant à l'agriculture. Merci beaucoup. Merci à vous.